Et oui, ça y est, les Saintes Glaces. C'est les Saintes Glaces et t'as peut-être pas de jardin, t'as peut-être pas de potager. Tu t'es peut-être dit, je sais pas, t'allais voir un pote ou t'allais voir ton voisin et t'as vu qu'il a fait un super beau potager en permaculture. Il a mis une belle paille, il a mis des belles protections anti-limaces, il a déjà des belles salades. Et toi, dans ton jardin, t'as rien, t'as même pas tondu. T'as carrément oublié de tondre. Ça fait que t'as plus un jardin, mais t'as une prairie. T'as une culture de blé dans ton jardin. Et t'as des tiques. Énormément de tiques. Bon, bref, je vais arrêter de raconter des conneries. En gros, t'as envie de jardiner. Voilà, c'est les Saintes Glaces. Tu veux planter des tomates, etc. Voilà, il va pas. Voilà, je pourrais te dire. Bah écoute, mon conseil c'est de faire un carré, de bêcher et d'acheter des tomates et de les planter et tu auras un jardin. Mais tu me connais, on essaie de faire les choses proprement ici chez le potager minimaliste. Donc on va essayer de te faire un plan. Enfin, je t'ai fait un plan en 4 semaines pour faire ton design en permaculture. Donc on va se mettre un petit peu dans... voilà, on est en mode... on a 30 jours pour faire un jardin en permaculture autosuffisant, il faut aller droit au but. Donc qu'est-ce qu'on fait étape par étape? Là, c'est ce qu'on va voir. Donc semaine 1, semaine 2, semaine 3, semaine 4, qu'est-ce qu'on fait pour au final arriver à un jardin qui soit un écosystème qui soit intelligent, qui soit robuste, autosuffisant. Voilà, c'est compliqué, mais on va essayer de relever le défi. Donc je vais t'aider à te lancer, tout simplement. Peu importe le moment où tu regardes ce podcast, le but, c'est vraiment de te donner des clés. Bien sûr, tu pourrais le faire en une journée, comme je disais. Hein, tu bêches un carré, tu plantes une tomate, ça y est, tu as un potager. Hein, et tu pourrais le faire aussi en 10 ans, en faisant des plans ultra précis, tout ça. Mais là, voilà, le défi, c'est en 30 jours. Je sais pas, tu as 30 jours pour démarrer ton jardin, ni plus ni moins. Et qu'est-ce que tu ferais? Bah voilà, je vais te donner un plan étape par étape, clair, à faire voilà, chaque semaine. Si tu veux, tu peux rejoindre le groupe Telegram. Le lien est dans la description. Dans mon groupe Telegram, on peut discuter. Hein, c'est une conversation. Donc, tu peux partager justement ton avancée. Ça peut être sympa, un petit défi où chaque semaine, tu vas dire, voilà, j'en suis là, j'ai fait ça. Voilà, n'hésite pas à nous rejoindre. On va bientôt organiser donc des ateliers gratuits pour faire des études de cas. Donc si tu as aussi des études de cas à proposer, je sais pas, tu as un plan de ton jardin, un plan de ton potager, de ton verger ou autre et tu as envie d'en discuter avec la communauté. Donc n'hésite pas à rejoindre le groupe Telegram. Il est dans la description et on partagera tout ça. On fera des petites conférences en ligne en petite communauté. Donc rejoins-nous, le lien est dans la description. Donc, on va commencer. On va commencer avec la semaine numéro 1. Alors, je pense pas que je vais diviser ce podcast en 4 épisodes pour faire une semaine par épisode. Je sais pas, on va voir un petit peu au feeling comment ça se passe. Mais voilà, je pense que je vais donner toutes les étapes jusqu'à la semaine numéro 4, jusqu'à ce que ton jardin soit prêt. Et puis, comme ça, tu pourras faire étape par étape. Déjà, tu peux l'écouter une première fois pour avoir une idée d'ensemble. Et après, réécouter l'étape 1 et vraiment cette fois-ci appliquer limite jour par jour, tu vois. Je vais essayer de te donner ça. Ça va être dans l'ordre de priorité. Donc voilà, allez, c'est parti. Trêve de bavardage. Mais avant de continuer quand même, pense à t'abonner, pense à mettre un petit pouce, pense à partager ce podcast pour le soutenir, à laisser un petit commentaire, même si tu dis juste jardin, potager, design, ce que tu veux. Canard, banane, castor, ce que tu veux. Donc c'est parti, la semaine numéro 1. Semaine numéro 1, ce que tu vas faire cette semaine, voilà, tu as 7 jours devant toi pour faire l'analyse et le diagnostic. Alors oui, on va commencer par un truc un peu chiant, mais voilà, on va pas mettre la charrue avant les bœufs. Et on va d'abord observer, faire de l'observation et noter. Donc déjà, ce que tu peux faire, c'est un petit tour dans ton jardin avec un petit papier, un petit crayon, et tu vas dans ton jardin et tu repères l'exposition. Alors quand je parle d'exposition, c'est où est-ce qu'il y a du soleil, où est-ce qu'il y a de l'ombre. Alors tu vas pas faire ça un jour où il y a pas de soleil, hein, ou tu vas pas faire ça de nuit.
faut vraiment choisir un jour où il y a du soleil. Et aussi, ce qui est important, c'est de regarder, tu vois, d'avoir une idée de où est-ce que est le soleil et l'ombre le matin, le midi et en après-midi, fin d'après-midi. Tu vois, c'est d'avoir à différents moments de la journée, voir un petit peu comment se déplace le soleil et l'ombre dans ton jardin. Ça, c'est hyper important. Tu peux le noter quelque part. Tu peux déjà te faire un petit croquis avec, bah voilà, j'ai repéré que ça faisait tel mouvement, etc. Donc déjà, faut que toi, tu aies une idée mentalement ou par écrit de comment se déplace le soleil et l'ombre dans ton jardin. C'est pas un exercice qui est facile au premier abord, mais voilà, n'hésite pas à noter des choses et tu verras, c'est pas si difficile. Ensuite, ce que tu peux repérer, c'est la pente. Est-ce que mon jardin est en pente? Si oui, dans quel sens? De où à où? Est-ce qu'il y a des endroits qui sont plats? Est-ce qu'il y a plutôt des buttes, des cuvettes? Pareil, ça, tu vas le noter. Tu vas déjà noter, ouais, visuellement. Tiens, ici, je remarque que bah, y a une petite cuvette. Tiens, bah, dans cette cuvette, il y a des plantes qui sont un petit peu différentes que là où il n'y a pas de cuvette. Bah, tiens, ici, il y a plutôt une butte. Pardon. Et tout ça, tu vas le noter. Pareil, sur un plan, sur un papier. Tu vois, ce que tu peux faire, c'est avoir, je sais pas moi, un plan vite fait que tu as fait en décalquant un truc Google Maps. Et tu vois, tu quadrilles. Tu vois, tu mets en vertical, tu mets A, B, C, D, E, F. En horizontal, enfin, j'ai plus abscisse ou ordonnée, tu vois, tu fais A, B, C, D, E, F, 1, 2, 3, 4, 5. Et pour définir différentes zones, tu peux dire, bah, la zone B2, j'ai remarqué qu'il y avait une cuvette par là, etc., etc. Donc, déjà, voilà. Exposition, pente, et aussi, tu vas observer les vents. C'est important aussi. Tout ça, en fait, ça permettra, tu vois, ça va te permettre de déjà sélectionner principalement l'endroit où tu vas mettre ton potager. J'ai fait un podcast entier là-dessus, où mettre son potager sans faire de design en permaculture. Tu peux le retrouver dans les anciens épisodes. Mais en gros, le soleil, la pente et les vents, c'est ce qu'il y a de plus important. Donc, regarde d'où est-ce que vient le vent. Et quand il y a du vent, un jour de vent, on va pas faire ça un jour où il n'y a pas de vent, bien sûr. Mais voilà, tu regardes d'où vient le vent, comment il rentre, comment il sort de ton terrain, et est-ce qu'il y a des courants d'air, est-ce qu'il y a des couloirs de vent, déjà même s'il n'y a pas de vent, par rapport aux arbres qu'il y a, la forme de ta maison, la forme de la maison de tes voisins, est-ce qu'il y a une haie ou autre, tu peux déjà avoir une idée s'il y a des moments où le vent il va s'infiltrer, puis même je pense que tu connais aussi, si tu es là depuis quelques temps chez toi, tu dois aussi connaître comment ça se passe. Et puis voilà. Donc, tu notes ça. Ensuite, ce que tu notes, ça va être les zones d'ombre et d'humidité. Donc, on avait parlé de l'exposition, voilà, soleil-ombre. Mais là, on va parler vraiment plus des zones où il y a quasiment tout le temps de l'ombre, où c'est tout le temps humide. Ça aussi, c'est important ces zones aussi, c'est important de les noter. Il n'y en a pas énormément. Hein. On n'a pas énormément des zones comme ça. D'ailleurs, si tu écoutes ce podcast après qu'il soit sorti, par exemple, tu es en plein hiver, oublie pas qu'en hiver, le soleil est plus bas. Donc forcément, il y a plus d'ombre dans le jardin. Donc ça aussi, c'est à prendre en note. C'était une petite parenthèse. Mais voilà, note les endroits où il y a genre 100% d'ombre et où c'est plutôt humide, souvent humide. Alors ça peut être humide parce que justement c'est tout le temps à l'ombre, mais ça peut être humide aussi par rapport à la pente ou autre. Donc ça aussi, il faut que tu comprennes pourquoi c'est humide. C'est pas parce que c'est humide que c'est tout le temps à l'ombre. Donc ça aussi, tu peux le noter. Donc déjà, ça, voilà, tu peux le faire en une petite après-midi à peine, tu vois, en quelques heures. Comme ça, tu peux déjà avoir une première... le temps de préparer un plan, etc. Donc, ouais, une bonne après-midi. Tu peux faire ça. Ensuite, tu reprends un autre temps dans cette semaine pour étudier le sol. Ça aussi, c'est important et tu peux même le faire le même jour que tu vas faire ton observation du soleil, de l'ombre, des pentes, des vents. Bah, tu prends en même temps avec toi... je te mettrai dans le. D'ailleurs, si tu veux, je te filerai une fiche technique pour faire ton étude de sol. Donc, comment est-ce qu'on on étudie son sol, quel est le matériel, comment on voit si on a un sol qui est plutôt argileux, plutôt sableux, plutôt argilo-sableux, etc., etc., limoneux, tout ça.
je te filerai, donc rejoins le groupe Telegram ou viens me voir au pire si t'as pas Telegram, viens sur Instagram me demander et je te filerai une fiche technique pour faire ton observation de sol. Et voilà, comme ça, tu auras tout le matériel dont tu as besoin, le test du bocal, comme on appelle ça. Donc, n'hésite pas à venir me le demander et puis je te filerai tout ça. Donc, du coup, le but, ça va être de faire un test rapide, comme ça, avec ce test de sol pour savoir de quoi est composé ton sol et est-ce qu'il est plutôt calcaire ou acide. Pareil, je te donnerai une astuce pour savoir ça, sans te prendre la tête à envoyer tes résultats à un centre scientifique qui va te donner, tu vois, c'est intéressant ça, mais là le but c'est vraiment de trouver un endroit intéressant pour ton potager en fait. Ça va être trouver le meilleur sol pour ton potager. Si par exemple ton sol il est très sableux, on va pas mettre le potager ici. Tu vois, c'est pour ça que je te dis, il faudrait faire le sol à différents endroits tout en étant à un endroit qui est quand même assez exposé au soleil. Et ben tu vas faire différents parce que le sol il peut varier d'un endroit à l'autre en général. La composition est pareille à peu près partout, mais par chance, il peut y avoir dans ton jardin un endroit où ton sol il sera un petit peu plus un petit peu moins sableux, surtout s'il est sableux quoi, et où tu auras de meilleurs résultats pour ton potager. Donc voilà, pendant que tu fais cette étude d'observation, tu peux le faire. Finalement, tu vois, ça te permet aussi de bouger dans ton jardin, prendre le temps. Voilà, tu vas faire un trou, tu vas récupérer de la terre, tu vas observer des choses, tu vas toucher, tout ça. Donc, tu peux faire ça tout en même temps, observer et noter le soleil, tout ça, étudier le sol en même temps et avoir quelques échantillons de ton sol à différents endroits. Pense bien aussi à noter là où tu as fait ton relevé de sol, mais tout ça, ça sera dans la fiche technique, donc n'hésite pas à rejoindre le groupe Telegram qui est dans la description, et aussi, si tu n'as pas Telegram, me contacter sur Instagram, tu me trouveras sur Fabrice, le potager minimaliste, tout ça, tu devrais me trouver sur Instagram assez facilement. Ensuite, une fois que tu as fait tout ça, ce qu'il va falloir faire, c'est de cartographier ton terrain, si c'est pas déjà fait. Comme je te disais, tu peux le faire avant, mais voilà, tu peux, si tu n'as pas un grand terrain, tu peux rapidement faire ces observations sans forcément cartographier. Mais maintenant, à cette étape-là, je sais pas, le 6 ou 7e jour de cette première semaine, eh ben, une fois que tu as fait tout ça, tu vas te fabriquer un petit croquis que tu vas faire à la main. C'est ton plan de base. Et dans ton plan de base, ce que tu vas faire, tu peux utiliser Google Maps ou Google Earth, c'est même un petit peu mieux. Et comme ça, tu vas déjà pouvoir avoir un pré-croquis. Et si tu as un plan cadastral, c'est encore mieux. Ou sinon, tu peux aller sur Géoportail et tu devrais trouver les limites cadastrales. Là aussi, tu peux récupérer une vue de ton terrain avec les limites cadastrales et commencer à te faire un petit plan de base. Tu peux te l'imprimer, tu peux le décalquer sur ton écran ou autre. Et le but, c'est de te faire un petit croquis à la main pour avoir une cartographie de base que tu vas pouvoir réutiliser en photocopiant ou autre. Et dans cette cartographie, tu vas mettre déjà, pour commencer, tes limites, donc les limites de ton terrain, où est-ce que ton terrain il s'arrête. Tu vas mettre les bâtiments, où est-ce que ta maison elle est ce que tu as d'autres bâtiments annexes, et tu vas aussi mettre des points d'eau. Si tu as par exemple un cours d'eau qui passe, si tu as un puits, si tu as une petite mare déjà ou un truc, ça aussi, tu vas te le noter. Et tu vas partir sur ce point de base. Les points d'eau, tu n'es pas obligé de les noter, tu peux te faire une carte spéciale pour l'eau. Mais en général, on n'a pas 50 000 points d'eau et tu peux la mettre dans ta carte de base. L'eau, c'est hyper important. On va le voir un petit peu plus tard dans ce podcast. Mais déjà, ça fait pas mal de choses, ça fait pas mal de taf. Mais voilà, ça, c'est ta première semaine. Donc, je pense que ça peut être bouclé en 2 coups, quoi. Premier coup, tu fais des observations. Tac, tu fais tes relevés de sol. Et deuxième coup, un peu plus à la maison, tu cartographies avec Google Maps. Donc, voilà. C'est assez large, une semaine, tu as le temps de le faire, donc utilise Google Earth, comme je t'ai dit, et voilà, il trace grosso modo tes limites, ton périmètre en gros,
et tes bâtiments, et puis commence aussi à repérer les zones un petit peu clés, mais on va le voir un petit peu plus tard. Donc voilà pour la semaine numéro 1, je te laisse faire tout ça. Et puis déjà tu peux continuer, comme je disais, à écouter tout le podcast, et après tu pourras revenir semaine par semaine pour aller plus en détail. Donc maintenant on va passer à la semaine numéro 2. C'est la semaine numéro 2. Tu vas faire le fameux zonage en permaculture. On va en parler un petit peu. Et aussi, on va commencer à déterminer les fonctions de ton jardin. T'inquiète pas, je vais tout expliquer. Et on va commencer donc pour semaine numéro 2. Les premiers jours, ce que tu vas faire, c'est tu vas déjà, on va parler des zones. On va essayer de comprendre les zones. Donc en permaculture, on parle souvent du zonage, de l'importance d'avoir un zonage. Donc en gros, le zonage, ça consiste à définir rapidement 5 zones sur ton jardin, même en fait 6 zones, parce que la zone 0, elle compte. Et la zone 0, elle est simple, c'est là où tu vis. C'est ta maison finalement. C'est vraiment les limites de ta maison, quoi. C'est ton bâtiment. Et d'ailleurs, même si tu es sur un balcon, ça peut être ta maison, et ton balcon, ça va être plus ton jardin où il va y avoir 5 zones. Mais en gros, si tu as un terrain avec ta maison, la zone 0, c'est ta maison, c'est les limites de ta maison. Tac, tu peux choisir une couleur pour chaque zone, tu vois. Et la zone 0, c'est ta maison. Pareil, là, tu gardes bien ton plan de base qu'on a fait la semaine précédente. Celui-là, tu le gardes bien. Et tu vas te faire une photocopie. Et là, tu vas te faire une carte spéciale pour les zones. Donc, zone 0, c'est ta maison. Ensuite, pareil, je ferai un podcast spécialement sur le zonage parce que sinon, là, on en a pour 2 heures. Mais en gros, tu vas faire 5 zones en fonction des usages des zones. Donc, en gros, tout dépend après le terrain, mais en général, plus la zone de ton jardin est éloignée de ta zone 0, est éloignée de chez toi, de là où tu vis, plus ça va être une zone qui va être élevée, donc qui va être zone 5, qui va plutôt être sauvage, qu'on va laisser un petit peu plus sauvage. Mais par contre, il peut y avoir aussi le portail de ton jardin qui est au fond du jardin. Et toi, en fait, finalement, tu passes soit à pied, soit en voiture ou quoi, tu vas passer régulièrement devant. Ou tu peux avoir une petite cabane de jardin où tu vas régulièrement passer aussi pour aller à cette cabane de jardin. Donc tu vois, tous ces endroits où tu vas régulièrement passer, ça va aussi déterminer est-ce que c'est tu vois, une zone au fond de ton jardin. Elle va pas être forcément zone 5, hein, elle peut être zone 1. Tu vois, zone 1, c'est une zone où tu vas passer quotidiennement. Comme je te disais, ton portail pour aller sortir de chez toi, normalement, tu sors à peu près quotidiennement de chez toi, à part si tu vis en ermite. Alors à ce moment-là, tu restes en zone 0. Et puis voilà. Non, mais c'était juste pour... Aujourd'hui, je suis d'humeur humoristique. Donc, fais pas attention à tous ces trucs-là. Mais donc, voilà. Donc déjà, tu as défini tes 5 zones. Tu vois, déjà t'inquiète pas, t'es pas obligé, c'est pas parce que ça y est, t'as fait tes 5 zones que tu pourras plus jamais les refaire en fait, hein. Fais-toi déjà un premier croquis, n'hésite pas à voir large, hein, on n'est pas dans le détail, fais pas des angles droits ou quoi, tu vois, fais vraiment des petits trucs arrondis, tu vois à peu près, et tu verras que petit à petit, à force de travailler sur ton plan, à force de aussi travailler ta terre, travailler ton jardin, évoluer dans ton jardin, tu vas te rendre compte, tu vois, tu vas être plus précis, tu vas comprendre un petit peu mieux ton zonage, et plus tu vas avancer, plus ton zonage il va être précis. Donc voilà, fais une première esquisse à peu près. Je sais que voilà, la zone 1 ce serait plutôt ça, la zone 2 ce serait plutôt ça, etc. etc. Et n'oublie pas que c'est en fonction de ton passage, de la fréquentation que tu as avec les zones de ton jardin. Voilà. Donc bref, je ferai un épisode complet là-dessus. Je te laisse faire ça. Et puis, n'oublie pas que si tu as des questions, tu peux les mettre en commentaire. Donc voilà. Ensuite, on passe, toujours dans la semaine numéro 2, on va attribuer les zones sur ton plan. Donc, en fait, je me rends compte que finalement, c'est à peu près la même chose. Mais une fois que tu as attribué tes zones, en fait, c'est qu'il faut que tu penses aussi à la circulation. Comme je te disais, tu as des accès, tu as aussi les accès comme le portail, tu as les chemins, finalement c'est la même chose. Donc tu peux donc prendre soit le plan, comme je disais, et après tu peux aussi faire un petit tour dans ton jardin pour avoir un petit peu plus d'infos. Mais en gros,
Je vois que je me suis un petit peu emmêlé les pinceaux, mais tout ça, ça correspond à peu près à la même chose. Donc ça, c'est la première grande partie, on va dire, de la semaine numéro 2. La deuxième grande partie, ça va être de regrouper par fonction. Donc déjà, ce que tu peux faire, les fonctions, tu sais, il y a ce truc en permaculture, on parle souvent, chaque élément remplit plusieurs fonctions et chaque fonction est remplie par plusieurs éléments. C'est vraiment le cœur du design en permaculture, c'est cette notion de fonction. Quelles sont les fonctions de mon projet de jardin, pas mon jardin, mais vraiment mon projet de jardin, quelles sont les fonctions que je lui ai attribuées et quels sont les éléments que j'intègre dans mon jardin pour effectuer ou pour appliquer ces fonctions. Quels sont les éléments qui vont naturellement avoir pour objectif, on va dire, d'effectuer ces fonctions. Et donc le but. Pareil, je ferai un épisode complet là-dessus. Si tu as des questions, n'hésite pas en commentaire. Mais le truc, c'est qu'on va définir donc 3 fonctions. Des exemples de fonctions, ça peut être tout simplement produire de la nourriture. Peut-être pas forcément être autonome. Tu peux aussi noter autonomie alimentaire, même si c'est quelque chose qui est quand même difficile à atteindre. Mais déjà, production de nourriture, c'est une fonction. Produire de la nourriture. Après, tu peux aussi les classer par ordre de préférence ou d'importance, tu vois. Et je te conseille d'aller sur 2-3 fonctions. 3 fonctions, c'est très bien. Donc, tu vois, par exemple, tu peux avoir produire de la nourriture. Tu peux avoir aussi complètement à l'inverse, accueillir la biodiversité. Enfin, ça va avec, mais tu m'as compris. On peut aussi avoir comme fonction accueillir la biodiversité. Voilà, je veux que mon jardin, il produise de la nature. Ils produisent de la nourriture, ils produisent de la nature, donc ça veut dire accueillir aussi la biodiversité. C'est un lapsus révélateur. Et par exemple, tu peux aussi c'est important pour toi aussi d'utiliser les plantes sauvages dans ta production de nourriture. Ça aussi, tu peux le noter. Tu peux aussi noter un côté esthétique. Après, tout dépend tes goûts, mais tu vois, ça peut être aussi important de respecter une certaine charte esthétique, on va dire, dans ton jardin. Et ça aussi, tu peux le mettre dans les fonctions. Et ça pourrait te donner pas mal d'idées. Donc, c'est ça qui est important. Définis 3 fonctions de ton jardin. Ça peut être aussi se détendre, ça peut être aussi accueillir du public. Tu vois, il y a plein de choses. Donc, je te laisse réfléchir à 3 fonctions principales. Si tu en as plus, essaye de faire au plus court possible, à 3, 4. Essaye d'avoir vraiment un minimum de fonctions. Ça sera beaucoup plus simple par la suite. Et donc, voilà. Ensuite, ce que tu peux faire, c'est lister les éléments maintenant. Ce que tu vas faire, c'est lister les éléments. Les éléments en fonction de tes fonctions. Tu vois, en fonction de, voilà, si tu veux produire de la nourriture, automatiquement, il va te falloir tu vois, un côté potager, peut-être un verger ou autre, tu vois. Donc, en fonction de tes fonctions, tu vas définir tes éléments. Tu vas faire une liste. Alors là, c'est pas 3 ou 4, là, ça peut être plusieurs dizaines d'éléments. Ça peut être des plantes spécifiques, ça peut être des types de plantes, ça peut être un composteur, un poulailler, des réservoirs d'eau, ça peut être tu vois, une prairie sauvage, une prairie fleurie, etc., etc. Donc ça va être des éléments, une serre, tu vois, tous ces éléments que tu vas devoir positionner, tu vas devoir définir un emplacement pour de l'emplacement de ces éléments. Donc déjà tu vas partir, on va peut-être pas tout de suite noter des plantes en détail, tu vois, mais tu peux déjà voir les plus gros éléments, les plus importants, et après tu vas aller plus dans les détails. Et après le but c'est justement de les positionner dans ton jardin en fonction justement du zonage. Tu vois, le zonage qu'on vient de faire, il va aussi nous aider à comprendre comment on va positionner les différents éléments. Et on va aussi après essayer de créer des interactions entre ces éléments qui soient en interaction, c'est ça, créer un écosystème, tu vois. Donc ensuite, donc tu listes tous tes éléments dans un tableau, dans une liste, comme tu veux. Pour chacun de tes éléments, ce que tu peux faire en plus, c'est définir la fréquence de l'intervention. Tu vois, tu peux te dire, tu vois, vu qu'on a défini les zones, tu dis, cet élément, je vais plutôt y aller tous les jours, donc ça, il faut qu'il soit absolument en zone 1.
Par exemple, le composteur, c'est intéressant qu'ils soient en zone 1. La prairie sauvage, bah ça, j'ai pas envie d'y aller, j'ai pas besoin d'aller fréquemment dans ma prairie sauvage pour faire de l'entretien. Au contraire, bah là, elle, ça sera plutôt en zone 5. Et tu vois, pour chaque élément, tu peux noter tac, 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 où est-ce que ça va, dans quelle zone. Et voilà. Ensuite, bah, une fois que tu as toutes ces infos, tu as ton zonage, tu as tes fonctions qui t'ont aidé à déterminer tes éléments, et bien à ce moment-là, qu'est-ce que tu vas faire? Et bien tu vas placer tes éléments dans chaque zone correspondante. Tu peux te faire, tu vois, un plan avec ton zonage, tu peux te faire des petits papiers avec marqué serre, avec marqué plante, composteur, poulailler, réservoir d'eau et tout, et tu places tes éléments dans les zones, et là tu vas commencer à un peu à t'amuser à te dire comment est-ce que chaque élément peut interagir avec d'autres éléments, comment est-ce que je peux créer des synergies, comment est-ce que je peux tout agencer. Voilà, tu fais plein de tests, tu bouges, tac, 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 et tu essaies de trouver le meilleur agencement de ton jardin. Et déjà là, tu vois, on a fait un boulot en peu de temps, en 2 semaines. Toutes les clés que je t'ai données, tu peux déjà faire, tu pars déjà sur un jardin, mais qui est au top du top, qui est réfléchi. Pas un jardin où dans 10, 15 ans, tu vas dire « Ah putain, j'ai fait n'importe quoi dès le début. J'ai d'abord dit « Ah tiens, je me suis dit, ouais, je vais... tiens, je mets le potager là-bas. Puis tiens, je vais mettre une serre là-bas. Puis tiens, je vais mettre un cabanon là-bas. » Tu vois, sans vraiment prendre en compte tout ce qu'on vient de voir. En 2 semaines, ça peut se faire. Et déjà partir sur ces bases-là. Et après, tu peux retravailler, tu vois, dans 1 an, 2 ans, refaire ce processus sur 2 semaines, et vu que tu auras plus de retours de terrain, tu connaîtras mieux ton lieu, tu pourras affiner encore plus. Donc vraiment, là, tu as toutes les clés. Là, je t'ai donné vraiment toutes les clés, et en 2 semaines, tu peux déjà avoir un super plan avec vraiment quelque chose d'intelligent, un écosystème que tu vas pouvoir créer. Et du coup, tu vas pouvoir vraiment t'éclater et avoir un truc qui tient debout, quoi, qui tient la route. Donc voilà. Pareil, si tu as besoin d'un petit coup de main sur le zonage, tout ça, pareil, rejoins le groupe Telegram. On va se faire des petits ateliers, on va réfléchir à tout ça. N'hésite pas, on va essayer de se créer un petit rendez-vous comme ça, on va avancer ensemble. Donc n'hésite pas, c'est gratuit, c'est dans la description. Et puis voilà, Telegram, c'est comme une application comme WhatsApp, tu vois, sauf que c'est un petit peu plus sécurisé, un petit peu plus simple. Donc n'hésite pas à rejoindre, et après on s'organisera des petites conférences, des petites études de cas justement sur du design, sur les fonctions, les éléments. On va parler de tout ça, on va essayer d'avancer ensemble. Donc voilà. Ensuite, là tu as fait tes 2 premières semaines, tu as bien avancé, tu as bien travaillé sur ton plan, etc. etc. On va cette fois-ci, on va essayer plutôt de faire commencer à penser à l'implantation détaillée de tout ça. Donc ce qu'on va faire, les premiers jours de la 3e semaine. Donc là, on est à la 3e semaine, hein. Tu as déjà fait tout ton taf et tout. 3e semaine, on va commencer par choisir les plantes et les associations. Donc là, tu vas commencer à sélectionner les plantes que tu vas cultiver. Tu vas pas te prendre la tête, tu vas sélectionner vraiment les plantes principales, tu vois, celles que tu as vraiment envie de cultiver. Si c'est pour des arbres fruitiers, pareil, on va pas tout de suite aller tout noter, aller dans tous les détails, faire des guildes ou quoi. On va vraiment de base, qu'est-ce que tu voudrais cultiver comme plante? On va commencer à les choisir. En plus, tu as les infos maintenant sur ton sol. Tu as les infos, tu peux rapidement aussi connaître un petit peu ton climat. Tu peux aussi contacter, tu vois, des horticulteurs, des maraîchers près de chez toi pour savoir quelles sont les variétés les mieux adaptées, hein. Des fois, c'est un raccourci aussi assez pratique pour commencer rapidement. Et voir aussi avec ton voisin s'il n'a pas des graines, des variétés qui marchent bien, depuis combien de temps ça marche, depuis combien de temps il est là, est-ce qu'il a des variétés locales, est-ce que si, est-ce que ça. Tu peux aussi faire une petite enquête rapide, hein. Des fois, juste avec 2-3 coups de téléphone, tu peux avoir déjà pas mal d'infos. Et on va prioriser ce que nous on veut, et aussi qu'est-ce qui est local, qu'est-ce qui est résistant, qu'est-ce qui a déjà fait ses preuves dans le coin, qu'est-ce qui est adapté au climat, au sol, etc. etc. Pense aussi à penser à strate végétale, tu vois. Comme je te disais, on ne va pas chercher non plus à faire des recherches sur les bonnes associations au potager ou au verger ou quoi.
pour l'instant, on est sur un plan d'urgence, on va dire. On a 30 jours pour aller droit au but. Donc là, c'est des recherches qui vont demander du temps. Ça va, voilà, tu vas le faire de temps en temps. On va faire ça plutôt l'hiver, tu vois, quand il n'y a plus grand-chose à faire au jardin. Là, oui, tu vas pouvoir prendre le temps de réfléchir à d'autres associations, tout ça. Mais là, on est sur un plan où on doit aller rapidement au but, on doit aller droit au but. Donc voilà, on va pas non plus, tu vois, faire l'erreur de planter des plantes vivaces ou des arbres qu'on sent vraiment être sûr que c'est la bonne variété, tu vois, que c'est le bon endroit, etc. Donc vraiment, va droit au but, prends ce qui fonctionne et tout. Et si tu dois faire donc ton potager, ça peut être intéressant de penser potager dans ce cas-là, de se dire, bah voilà, quelles sont les plantes de mon potager, vu que c'est des plantes annuelles, tu vois, que tu vas renouveler, bah c'est pas grave si tu te gourres. Donc, pense à ce que toi tu as envie de manger, hein, regarde dans ton frigo, etc. Tu peux regarder, en gros, hein, quand on me demande la liste de plantes, je fais la liste de plantes pour ton potager, c'est ce que tu as dans ton frigo le plus souvent, c'est ce que tu as dans tes étagères à épices, et c'est aussi ce que tu as dans tes boîtes à tisane. Donc voilà, c'est ça que tu dois cultiver. Et donc déjà, jette un petit œil là-dessus, et pense à des plantes locales, des plantes résistantes qui ont déjà fait l'épreuve chez tes voisins, et aussi pense aux strates végétales, aux hauteurs des plantes, tu vois. Tu vas choisir des plantes qui sont plutôt couvre-sol, qui poussent un peu à ras du sol, hein. Ça va être des plantes rampantes, des plantes herbacées, voilà, qui vont couvrir ton sol. Et aussi, tu vas chercher à avoir des plantes qui, elles, sont un petit peu plus hautes, voire même assez hautes, comme par exemple le tournesol, le maïs, etc. Et aussi, pense à des plantes que tu pourras attacher, ou des plantes grimpantes qui vont pouvoir s'attacher sur des structures, ou sur tes plantes hautes, par exemple. Et comme ça, tu vas pouvoir maximiser, déjà commencer à faire des premières petites associations, mais déjà plutôt des associations, j'appelle ça morphologiques, qui sont plutôt par rapport à la forme des plantes, tout ça. Et déjà, c'est un premier pas, ça, dans l'association des plantes. Donc ça, tu peux te faire un petit plan, tu peux te faire une petite liste, c'est à peu près ça peut être assez rapide. Ce que toi tu veux, ce qui a déjà fait ses preuves, et après tu auras juste à regrouper par, voilà, ça c'est les plantes basses, ça c'est les plantes un petit peu plus hautes, ça c'est les plantes hautes, ça c'est les plantes qu'il va falloir que j'attache, grimpantes, etc. Et ça, voilà, tu peux commencer à faire ça, une bonne après-midi, ça peut se faire. Et voilà, ensuite, toujours, hein, dans cette 3e semaine, on va planifier l'implantation de ton potager. Pardon. Donc, voilà, maintenant, on est vraiment sur le potager. Ça va vraiment être ce qui est le plus urgent dans la mise en place de ton design. Surtout là, on est, comme je disais, mi-mai. Donc là, on va vraiment se concentrer sur le potager pour démarrer. Et on va préparer, on va se demander, on va pas commencer à préparer, on va se demander qu'est-ce que j'ai besoin pour préparer, comment je vais faire pour préparer le sol du potager. Qu'est-ce que j'ai comme matériel? Est-ce que j'ai besoin de matériel? Est-ce que je peux avoir des ressources? Voilà, est-ce que j'ai une grelinette? Est-ce que je peux avoir du fumier? Est-ce que je vais faire des lasagnes? Ou est-ce que je vais retourner la terre? Comment je vais faire pour... si par exemple je pars d'un gazon, comment est-ce que je vais faire pour rapidement avoir une zone que je peux cultiver, etc., etc. Donc tu vas te demander et tu vas préparer tout le matériel, tout ce dont tu as besoin pour préparer le sol de ton potager. Et puis voilà, après tu auras juste à le faire, hein, tout simplement. Tu vas aussi te poser comme question rapidement, ça un peu aussi dans le choix des plantes, c'est comment est-ce que je peux ajouter des fleurs, comment est-ce que je peux inviter des pollinisateurs, parce que si tu ajoutes des fleurs justement, bah, ça va, comment est-ce que je peux accueillir les pollinisateurs, donc grâce aux fleurs, et du coup quand tu as des pollinisateurs, bah, du coup automatiquement tu vas aussi aider ton potager à faire plus de fruits, à produire plus. Donc pareil, ça tu peux aussi te poser ce genre de questions. Est-ce que tu peux récupérer des fleurs, voilà, ça peut être des fleurs locales, sauvages ou autres. Voilà. Et si par exemple tu as déjà des petites poules, des animaux ou autres, est-ce qu'il ne faudrait pas que je clôture mon potager pour protéger mes cultures? Et si oui, bah pareil, comment est-ce que je vais faire rapidement là, comment est-ce que je pourrais protéger mon potager? Alors voilà, peut-être qu'il va falloir démarrer à faire un plus petit potager que prévu, parce que ça peut être compliqué si tu avais prévu un grand potager de tout clôturer d'un coup. Mais voilà, comment est-ce que je peux protéger mes cultures si j'ai des poules, des animaux qui ont tendance à aller gratter les choses que je plante dans mon jardin?
Donc voilà, une fois que tu as à peu près noté tout ça, le matériel dont tu as besoin, etc., etc., et ben maintenant tu as ta liste de plantes et tout, le but ça va être justement euh, de faire de faire les achats. Mais avant tout ça, dernier petit truc, ça va être ton plan d'irrigation. On va faire un petit plan d'irrigation. On va trouver l'emplacement des baissières, comme on appelle ça. Les baissières, ça va être si ton terrain est en pente, déjà, si tu as un terrain plat, tu peux avancer un petit peu le podcast, mais si tu as un terrain qui est un petit peu en pente, on va essayer de trouver comment faire pour récupérer l'eau. Parce que si tu as un terrain plat, malheureusement, l'eau, elle va pas forcément ruisseler. Après, tu peux repérer des endroits où l'eau se stagne, par exemple. Ça peut être intéressant si c'est au soleil. Comme ça, du coup, ça peut être intéressant pour placer ton potager. Tout ça, on l'a vu dans la semaine numéro 1. D'ailleurs, tu as fait ton plan, tout ça. Mais tu vois, il y a probablement dans ton terrain un endroit qui est plus propice pour le potager. Et justement, ça serait intéressant, vu que tu as commencé là, à faire du concret dans ton jardin, de trouver cet endroit où il y a un petit peu plus d'eau. Et si tu as un terrain qui est en pente, c'est encore plus facile, entre guillemets, parce que tu vas pouvoir faire la baissière, la fameuse baissière. Donc en gros, une baissière, c'est, voilà, imaginons que tu as un terrain là qui est en pente. Là, tu imagines un terrain de profil en pente. Ce que tu vas pouvoir faire, c'est, en respectant bien sûr les courbes de niveau, mais on va pas aller dans le détail, mais en gros, à un moment, ce que tu peux faire, c'est, tu vois, creuser et faire une sorte de butte, et dans cette butte, tu vas pouvoir faire un potager ou planter quelque chose, tu vois. Le but, c'est que dans la pente, donc, l'eau qui coule dans la pente, tu vois, la pente de profil, elle coule, elle vient d'en haut, et toi, tu as creusé un trou et du coup, l'eau, elle va s'accumuler un petit peu dans ce trou et ça va faire, c'est ce qu'on appelle une baissière. Et du coup, ça va retenir l'eau, humidifier l'eau, va pouvoir, au lieu de couler, elle va s'infiltrer dans la terre et elle va aussi continuer à couler, mais tu vois, dans la terre et elle va s'infiltrer en même temps. Et toi, du coup, derrière ce que tu as fait, tu as fait une petite butte avec la terre que tu as décaissée, tu as fait une petite butte et tu vas pouvoir cultiver dans cette petite butte. Et l'eau, justement, quand elle va arriver, au lieu de passer sur ta butte et dégringoler jusqu'à la fin de ton terrain, elle va plutôt rester un petit peu stagnante dans la baissière que tu as fait juste avant cette petite butte. Et elle va humidifier cet endroit, ce lieu. Et du coup, toi, tu vas pouvoir bénéficier de ça pour ton potager. Ça, c'est vraiment si tu as un terrain en pente. Et puis, c'est vraiment une petite technique comme ça que je voulais te filer comme ça pour démarrer rapidement, trouver un petit lieu propice pour tout ça, parce que l'eau, c'est aussi important. Voilà, tu peux essayer de faire des bassins, tu vas réfléchir à vraiment comment gérer l'eau sur mon terrain, parce que c'est de plus en plus compliqué. En plus, il y a même des restrictions d'eau. Donc voilà, à récupérer l'eau, c'est hyper important. Créer des bassins, retenir l'eau dans les buttes comme la baissière, par exemple. Ça aussi, c'est important. Donc vraiment, pense à tout ça. Là, on est vraiment encore sur de la théorie. Et là, on va passer à l'action. Semaine numéro 4. Donc, tu as déjà fait ta semaine numéro 3. C'est parti. Maintenant, on va passer à la semaine numéro 4, la dernière semaine, pour lancer son jardin, son écosystème, son design en permaculture. Et le design en permaculture, la première esquisse, le premier lancement de ton design est prêt. Donc maintenant, écoute, c'est parti. On va passer à la semaine 4 et on va rassembler tout le matériel. Donc, tu as ta liste de courses, bam. Déjà, tu as peut-être commencé à acheter des trucs. Donc, les plantes, le paillage, le matériel pour arroser, pour jardiner, etc. Tu as trouvé des pépiniéries, des horticulteurs, des maraîchers, des jardineries, les jardiniers qui sont à côté de chez toi. Donc, le but, ça va être vraiment de rassembler un maximum de matériel et de commencer à dire, voilà, par quoi je commence. Donc, on va essayer de définir un petit peu les différentes étapes de chantier. Donc, au début, la première chose à faire, ça va être de défricher et marquer au sol. Comme je te disais, là, tu as sûrement défini, peut-être que tu vas faire une baissière, peut-être que tu vas faire un carré dans ton jardin ou une zone de culture sur 10 mètres de long ou je ne sais quoi. Mais le but, ça va être de commencer à défricher un petit peu là où tu vas
faire tes premières implantations. Donc ça va être sûrement le potager, peut-être un petit cabanon de jardin, je sais pas, mais voilà, déjà au moins le potager. Pour démarrer, c'était le but hein, de tout ça, c'est de démarrer un jardin en permaculture, un potager en permaculture. Donc tu vas défricher et marquer au sol, bah voilà, là ici je vais faire ça, là je vais mettre mon carré, tu vois, tu vas vraiment tout préparer. Et ce que tu vas faire, c'est déjà en premier, c'est de monter les structures qui sont utiles tout de suite. Comme je te disais, ça peut être faire ton potager, ça peut être faire ta lasagne, ça peut être aussi faire une clôture autour de ton potager, faire les treillis pour faire monter les plantes, etc., etc. Donc déjà, les structures en premier et les structures que tu as besoin tout de suite qui sont le plus utiles. Et ensuite, une fois que tout ça c'est fait, bah, tu vas préparer ton potager. Ensuite, tu vas faire les plantations. Ça peut se faire aussi dans la foulée, hein. Peut-être laisser... tout dépend comment tu as travaillé ta terre. Si tu as eu besoin justement de travailler ou pas ta terre, ça peut être intéressant des fois de laisser reposer un petit peu. Mais tu peux planter tout de suite, hein, une fois après avoir un petit peu décompacté avec la grelinette ou avec, si c'est un petit peu plus dur, avec une fourche bêche ou autre, et ben à ce moment-là, tu pourras affiner un petit peu la terre et planter tout de suite après, arroser, pailler, et après, bah, une fois que tu as fait ton potager, comme je disais, c'est vraiment la priorité, bah là, tu es à peu près tranquille. Tu vas pouvoir, voilà, en gros là on est mi-juin, donc tu auras un petit peu de retard, on va dire, mais tu vas quand même pouvoir commencer à récolter des choses. Donc voilà. Et après, petit à petit, en fait, ça va être de continuer à arroser ton potager, à entretenir, récolter tout ça, et à aménager petit à petit le reste de ton jardin en pensant à... pense bien que là, le design qu'on a fait, ça va être une première esquisse. C'est un premier jet. Il va être mouvant, comme je te disais, le zonage il va s'affiner. Peut-être que avec le temps aussi, tu vas te rendre compte que tu vas pas pouvoir tout de suite savoir précisément où est-ce que c'est intéressant de positionner ça ou ça. Donc, pense à si je fais ça, si par exemple je mets ma serre, est-ce que si je me suis trompé, est-ce que c'est facile de la déplacer un petit peu ou de faire, tu vois, essaie de faire aussi, bah voilà, de classer tous les éléments qu'on a vus au tout début, là, ta liste d'éléments, et ben, quel est l'élément où vraiment, si je le mets en place, si je le positionne, alors lui, je pourrais jamais le bouger. Et au contraire, quel élément où ouais, lui je peux le mettre, mais si je me suis trompé, je peux encore le bouger. Et tu peux te faire une sorte de classement comme ça par ordre de réversibilité, quoi. Est-ce que je peux revenir en arrière dans mon choix et après tu attaques chaque élément, tac, du plus réversible au moins réversible, on va dire. Et tu mets en place, tu commences à préparer le terrain, à préparer l'aménagement, à acheter le matériel, etc., etc. Et tu peux prévoir quelques travaux pour cet été. Et cet hiver, à ce moment-là, tu auras déjà des premiers retours. Tu auras déjà ton potager, des premiers résultats. Tu auras aussi commencé à faire quelques aménagements. Les aménagements qui engagent le moins, comme je t'ai dit, on va classer les éléments en fonction de leur facilité à revenir en arrière. Je sais pas comment, la réversibilité, quoi, tout simplement. Et du coup, tu auras déjà aussi un petit peu plus d'expérience de terrain. Tu auras jardiné, tu auras fait des choses, tu auras, je sais pas, planté sous la pluie, tu auras arrosé de bon matin, tu auras déjà plus de retours sur ton jardin, plus d'expérience de terrain, et du coup, ça va t'aider quand tu vas affiner le design, ton design, refaire ces fameuses semaines 1, 2, voire 3, et du coup, tu auras meilleur résultat petit à petit, et tu peux jongler comme ça chaque année en aménageant petit à petit, tu vois, une partie de l'année où tu vas plutôt être dans l'aménagement, la pratique, et une autre partie de l'année où tu vas plutôt être dans la réflexion, dans la création de ton écosystème et dans l'amélioration de ton écosystème. Donc voilà, le but, ça va être vraiment d'installer tout ce que je peux
tout ce qui est facilement bougeable, tout ce qui est facilement déplaçable dans mon jardin. Et aussi par ordre d'importance, c'est vrai que des fois il y a des moments aussi on a envie de planter les fruitiers, on a envie d'aller avancer. Donc là on va peut-être plus se concentrer sur la plantation des fruitiers et tout ça. Mais voilà, déjà pars avec quelque chose de réfléchi, quelque chose d'intelligent, un écosystème. Commence ton potager, commence à aménager des choses à droite à gauche. Et après, tu auras un peu plus de temps cet hiver pour prendre du recul et réfléchir à ton design. Donc, le plan d'Express, c'était à peu près ça. Semaine 1, on analyse et on fait un diagnostic. Semaine 2, on définit le zonage et les fonctions et les éléments. Semaine 3, on réfléchit à l'implantation, surtout le potager. Vraiment, on va vraiment passer du temps à réfléchir à son potager. Et la semaine 4, on balance tout, on balance la sauce. Et après, j'ai envie de dire, après, il y aura chaque année, tu refais un petit peu ce petit truc. Et puis voilà, l'hiver, tu réfléchis à ton design, etc. etc. Oublie pas aussi que tu peux télécharger donc, mon analyse de sol, ma fiche technique sur l'analyse de sol. Rejoins le groupe Telegram, tout se passe là-bas. Tu peux aussi me demander sur Instagram si tu n'as pas Telegram. N'oublie pas aussi que tu as ton guide pour démarrer un potager comestible et autosuffisant. Vraiment, je t'invite, si tu m'as écouté jusqu'ici, c'est que vraiment ça t'a aidé tout ça. Télécharge aussi mon guide pour avoir un potager comestible et autosuffisant. Tu t'inscris à la newsletter sur mon site Le Potager Minimaliste et automatiquement, je t'envoie un petit PDF avec pas mal de ressources pour t'aider justement dans tout ça, dans le design et tout. Et donc voilà, n'hésite pas à le télécharger, à t'inscrire. Je t'invite aussi à t'abonner, à laisser un petit commentaire, même si c'est juste pour un petit commentaire comme ça aide aussi à faire connaître le podcast, à le mettre en avant sur les plateformes de podcast, sur YouTube. Et pareil, si tu penses que ça peut aider quelqu'un, d'ailleurs peut-être ton voisin, ça serait intéressant qu'il réfléchisse à tout ça. Donc je te laisse lui partager cet épisode. Et puis on se retrouve dans un prochain épisode. Salut!